L'armée et les Français au rendez-vous des Champs-Élysées. À 5 jours du sommet d'Ottawa, Jospin, Chirac, Marchais et Lecanoë reçus par Mitterrand. Stanisław Kania, le parti doit sauver la Pologne. Marc Pajot bat d'un jour le record de Tabarly. Bonsoir, des milliers de personnes massées sur les Champs-Élysées, la garde républicaine bien sûr que vous voyez ici. Un défilé militaire très complet, même un peu de soleil. C'est une cérémonie presque traditionnelle que les Français ont vécue pour ce 14 juillet. François Mitterrand, entouré de ses ministres, présidait bien sûr cette cérémonie destinée à marquer le caractère populaire de la défense de la France. Les autres temps forts de la journée ont été la réception à l'Élysée et puis aussi les entretiens politiques cet après-midi. Le chef de l'État a reçu les 4 principaux leaders. Nous allons revenir sur tout cela. Mais auparavant donc, le défilé militaire. François Cornu. En tête de ce défilé, les Alpha Jets de l'école de chasse de Tours. L'école polytechnique. L'école interarmée des personnels féminins créée en 1973 et juste après les élèves officiers de la gendarmerie de Melun. Voici maintenant Saint-Cyr, l'école spéciale militaire et ce commandant féminin, Janine Agneau, commandant cette école militaire du corps technique et administratif. La gendarmerie mobile qui assure le maintien de l'ordre. Le 7e bataillon de chasseurs alpins, nous verrons ensuite l'école navale, les matelots de la base de Landbiwet et les élèves officiers de l'école de l'air de Salon-de-Provence. Au total, 6600 hommes à pied sur les Champs-Élysées ce matin pour ce défilé 81 représentant les grandes écoles militaires et les unités des 3 armes et de la gendarmerie. Ensuite, défilé motorisé avec 140 blindés, les unités les plus modernes de l'armée de terre. Le 1er régiment étranger de cavalerie, les unités Pluton, chars de tir AMX-30 et leurs missiles, porteurs chacun d'une charge nucléaire de 10 à 20 kilotonnes, pouvant toucher un objectif à 120 km, l'arme de la force tactique de l'armée de terre. Les Plutons, actuellement 30 pièces, sont basés dans le nord-est de la France. Après les Plutons, les missiles Roland, une arme conçue pour la défense contre les avions volants à basse altitude. Enfin, les sapeurs-pompiers de Paris, et pour clore ce défilé, nous allons voir les gazelles et les pumas de l'aviation légère de l'armée de terre, un défilé d'1 heure sous un ciel serein ce matin sur les Champs-Élysées. Et après le défilé, 6000 personnes ont été reçues au Palais de l'Élysée pour la traditionnelle garden party offerte par le président de la République. Une affluence record pour cette réception où se sont côtoyés les militaires, les ministres, les diplomates et de très nombreuses personnalités des arts, du spectacle, de la justice et des sciences. On a remarqué la présence de Jacques Chirac, d'Edgar Faure ou encore de Simone Veil. Mais il y avait aussi des soldats du contingent, 450 appelés, invités aussi avec leurs officiers. Le président de la République, au cours de cette réception, a accordé une interview à nos confrères de TF1. Il a une nouvelle fois souligné que ce 14 juillet était l'occasion d'une relation directe entre l'armée et la nation. Il a aussi parlé du début de son septennat. Il a notamment avoué qu'il avait été surpris par les événements considérables qui étaient intervenus depuis le 10 mai. J'ai été débordé par cette adhésion populaire, a-t-il dit. Puis enfin, en réponse à une question sur les sentiments antimilitaristes de certains, le chef de l'État a dit qu'il comprenait qu'on puisse être révolté par les guerres, mais que la notion de défense de la patrie était prioritaire. Alors ainsi, Paul Amar, après l'importance de cette journée du 14 juillet, après l'importance de cette journée du 14 juillet, donc après cette déclaration de François Mitterrand, on connaît un peu mieux les positions de François Mitterrand en matière de défense. Oui, effectivement, François Mitterrand a fait cette déclaration peut-être pour dissiper les états d'âme de certains officiers et mettre fin à des clichés sur la gauche française et ses conceptions en matière de défense. Guy Mollet l'avait d'ailleurs un jour admis. À son avis, l'image d'une gauche internationaliste et pacifiste avait provoqué un malentendu dans le pays, avait rendu l'armée méfiante à son égard. Eh bien, c'est cette image que François Mitterrand veut corriger. Cette volonté ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui. En 1972, le Parti socialiste et le Parti communiste avaient souhaité la suppression de la force de frappe, mais 2 ans plus tard, les socialistes avaient abandonné cette thèse. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si François Mitterrand a consacré sa première visite de chef des armées à Taverny, le PC de la force nucléaire stratégique. Donc sur ce point, pas d'ambiguïté, c'est la continuité.
Continuité confirmée d'ailleurs par Charles Hernu dans un entretien accordé récemment au Monde. 1. La dissuasion nucléaire sera développée. 2. Il y aura toujours des forces d'intervention extérieures. 3. Pas question d'arrêter les exportations d'armes, des propos qui auraient pu très bien être tenus par ses prédécesseurs gaullistes ou giscardiens. Mais on peut tout de même imaginer que le chef de l'État veuille imprimer sa marque personnelle tout de même. Effectivement, il y a eu un changement et perceptible dès aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Il y a eu beaucoup plus d'hommes que d'engins, c'est un signe. C'est une armée très proche du peuple que François Mitterrand veut favoriser, des soldats citoyens en quelque sorte. La formule est de Charles Hernu, le ministre de la Défense, qui veut s'inspirer de Jean Jaurès et de son livre L'armée nouvelle. Mais dans Armée nouvelle, il y a encore le mot armée, il ne sera pas gommé. François Mitterrand a été sans équivoque, c'est la raison pour laquelle il a insisté ce matin sur les notions de patrie, de terre et de discipline, quitte à décevoir le courant antimilitariste qui compose l'une des parties de la gauche française. Merci Paul. Nous reviendrons à la fin de ce journal sur les autres aspects de ces cérémonies du 14 juillet. Plusieurs personnalités ont été promues dans l'ordre de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, le compositeur Georges Auric, élevé à la dignité de Grand Croix. Le poète Louis Aragon, nommé chevalier. C'est d'ailleurs la première fois qu'il est honoré officiellement en France. Et puis enfin, dans un tout autre domaine, chevalier aussi, Étienne Tchekaldi, le juge qui s'était rendu célèbre en 1976 en inculpant la plupart des dirigeants des compagnies pétrolières françaises. Les cérémonies traditionnelles n'ont pas fait oublier la politique. À l'Élysée cet après-midi, François Mitterrand a reçu successivement les leaders des principaux partis. Lionel Jospin pour le Parti Socialiste, Jacques Chirac, Georges Marchais et Jean Le Canuet pour l'UDF se sont entretenus tout l'après-midi avec le chef de l'État. Il s'agissait de préparer le sommet occidental qui doit rassembler les principaux pays occidentaux à Ottawa, au Canada, dans une semaine maintenant. Claude Sérillon, allez-y. On s'est vu, on s'est écouté, on s'est globalement entendu. Il est vrai qu'avant le sommet d'Ottawa, la semaine prochaine, les positions respectives des 4 chefs de partis politiques français restent assez proches, notamment sur l'attitude face aux États-Unis. Aussi, est-ce moins sur le fond que sur la forme que l'on insiste ici à la présidence de la République. En effet, ces entretiens, les deuxièmes du genre depuis le 10 mai, l'élection de François Mitterrand, entre le chef d'État d'une part et les différents responsables politiques de la majorité de l'opposition, doivent être réguliers jusqu'à en devenir une sorte d'habitude de la vie politique française. L'actualité à l'étranger. La Pologne tout d'abord. Les soviétiques ont pris position très clairement à Varsovie tout à l'heure au cours de la première journée du congrès du parti polonais. La solution de la crise ne peut être que polonaise. C'est ce qu'a dit tout à l'heure donc le chef de la délégation soviétique. C'est ce matin que ce congrès s'est ouvert en présence de 12 délégations étrangères. Normalement, M. Kania devait être dès aujourd'hui reconduit dans ses fonctions de premier secrétaire, mais les délégués ne sont pas d'accord, semble-t-il, sur le mode de scrutin. Gérard Sebag à Varsovie. Hymne national polonais, puis l'international chanté par les 1967 délégués, c'est ainsi qu'a débuté le 9e congrès du Parti communiste polonais. Dans cette immense salle du Palais de la Culture et de la Science construit après la guerre et cadeau de Staline, Stanislas Kania, le premier secrétaire, a fait une fois de plus étalage de son habileté et de sa science du dosage politique dans une Pologne sur le fil du rasoir. 54 ans, plutôt rondouillard, il est étonnant que cet homme qui fut le grand maître de la police pendant des années à l'époque de M. Gierek se retrouve à la tête de la hiérarchie du Parti communiste tout en gagnant une certaine popularité. Les Polonais ont en effet apprécié la manière avec laquelle il a su résister à la grande offensive des durs, offensive orchestrée par Moscou qui voulait son élimination. Mais en réalité, M. Kania est un réaliste. Il ne se fait pas d'illusions, il sait très bien qu'il a des limites à ne pas dépasser et que si la Pologne ne veut pas aller à la catastrophe, il faut jouer le jeu et accepter le rôle déterminant de Moscou qui pèse de tout son poids militaire et économique. Dans son discours, M. Kania a réaffirmé l'amitié avec l'URSS et l'appartenance de son pays au bloc soviétique et il a critiqué l'action parfois désordonnée de solidarité. Une grande partie de l'intervention de M. Kania a aussi porté sur la situation économique. Elle est tout simplement catastrophique. Les Polonais connaissent une pénurie alimentaire jamais égalée. Les queues devant les magasins à Varsovie font plusieurs centaines de mètres pour pouvoir acheter quelques grammes de viande, de fromage, mais aussi pour acheter du tabac et les journaux. Et si les Polonais ont suivi à la télévision et à la radio le discours de M. Kania, ils gardent surtout un œil sur la queue qu'ils feront peut-être dès demain matin à 5 heures devant les magasins. Les mauvaises langues affirment qu'en une semaine, les membres du Congrès consommeront l'équivalent de 6 mois de leur ticket de rationnement.
Proche-Orient, nouveau raid israélien au Liban. 12 avions israéliens ont bombardé les régions de Damour et de Nabatieh. Le premier bilan fait état de 12 blessés, mais je l'apprends maintenant, le raid a repris en fin d'après-midi et il y a eu de nouveaux bombardements. Et puis en Israël même, Menahem Begin a été chargé de former le nouveau gouvernement. Et hier, il avait, je vous le rappelle, menacé de provoquer de nouvelles élections s'il n'arrivait pas à s'entendre avec les partis religieux. Il a en quelque sorte mis au pied du mur ses futurs alliés dans la coalition gouvernementale. Enfin, en Grande-Bretagne, nouvelle violence de rue la nuit dernière dans 4 villes du centre, notamment à Derby et à Nottingham. Dès hier, plusieurs centaines de personnes arrêtées ont été jugées par les tribunaux et des peines de prison ont été prononcées. D'autre part, le ministre britannique de l'Intérieur a décidé de doter la police d'équipements spéciaux et aussi d'utiliser les camps militaires pour la détention des manifestants condamnés. Des décisions qui provoquent bien sûr un tollé dans l'opposition travailliste. Au chapitre des faits divers, la propriétaire d'une maison de retraite a été inculpée. Il s'agit de cette maison de retraite de Marseille qui avait été évacuée dans la nuit de dimanche à lundi. La police y avait découvert une trentaine de pensionnaires enfermés dans leur chambre depuis 48 heures, sans soins et sans nourriture. L'une de ces pensionnaires, une femme de 82 ans, est décédée hier et les autres pensionnaires donc sont toujours hospitalisés. L'actualité sportive maintenant. Bernard Hinault est maintenant pratiquement sûr de remporter le Tour de France. Il n'a pas gagné la grande étape de l'Alpe d'Huez. Il a terminé second seulement, mais il a distancé presque tous ses rivaux, qui sont maintenant à près de 10 minutes au classement général. Cette étape, l'une des plus belles du Tour, a été finalement gagnée par le Hollandais Peter Wienen. Nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres de l'arrivée de cette 19e étape, la grande étape des Alpes, et Bernard Hinault était cramponné par Lucien Van Impe et Robert Alban. Ce n'est pas la première fois que le maillot jaune est lâché dans cette étape, mais une fois encore, tranquillement, grimpant à son rythme, le champion breton va revenir sur ses principaux rivaux. En ce 14 juillet, on pensait que Bernard Hinault remporterait cette étape. Vous le savez, ce ne sera pas le cas, et le maillot jaune à son arrivée déclarera « Terminer à la seconde place, ce n'est pas une victoire, je souhaitais gagner, mais le destin en a décidé autrement ». Et c'est cet homme qui a bousculé le destin. Il s'appelle Wienen, il est hollandais, et seul devant tout le monde, il s'envole vers sa première victoire d'étape dans le Tour de France. Derrière, la poursuite continue, mais notez la position de Bernard Hinault qui se place aux côtés de Van Impe pour montrer au meilleur grimpeur qu'il est bien là. Peter Wienen ne sera pas rejoint à l'arrivée à l'Alpe d'Huez. On croyait Bernard Hinault très éprouvé, mais c'est lui qui remportera le sprint des seconds devant Van Impe et Robert Alban. Anderson, l'Australien, sera le grand perdant de cette étape car Wienen lui subtilise le maillot blanc et il perd également sa seconde place au classement général. Voici d'ailleurs ce nouveau classement. Maillot jaune, bien sûr, Bernard Hinault. Second, Lucien Van Impe à 9 minutes 39 secondes. Et troisième, Robert Alban à 10 minutes 49 secondes. Hinault a le tour bien en main. Autre exploit de la journée, celui de Marc Pajot. Il s'agit de voile bien sûr, avec ses équipiers et son superbe catamaran. Marc Pajot détient maintenant le record absolu de la traversée de l'Atlantique à la voile. Un record qui appartenait à Tabarly depuis l'année dernière. Pajot a battu le record au Cap Lizard ce matin au large de l'Angleterre dans le cadre de la course en équipage New York-Brest. Et le catamaran devrait arriver à Brest dans les heures qui viennent. Des centaines de personnes étaient venues aujourd'hui à Brest pour attendre Marc Pajot dont l'arrivée est prévue à 9 h ce soir. Coïncidence historique ou hasard météorologique, nul ne sait, mais c'est en tout cas un 14 juillet, jour de fête nationale, que le héros du jour avait choisi pour battre son record en franchissant ce matin à 8 h 15 le Cap Lizard. Un beau jour donc pour une magnifique épopée des temps modernes, réalisée au terme de 9 jours, 10 h 6 minutes et 34 secondes, à la vitesse fantastique de 22 km/h de moyenne. Quand on songe que le record de Charlie Barr, obtenu sur une goélette 3 mâts emmenée par 50 hommes d'équipage, a tenu 75 ans, on mesure difficilement l'extraordinaire avancée des techniques de la voile. Long de 19 mètres pour une envergure de 10,90 m, Elf Aquitaine possède une voilure de 175 mètres carrés, soit près du double avec le SPI déployé. C'est dire si cette embarcation est légère, mais légèreté en voile est synonyme de vitesse. Ainsi, Pajot et ses 3 coéquipiers ont battu 3 fois en 9 jours le record de distance parcourue en 24 heures. Ils ont couvert 380, 370 et 373 000 avec un record de vitesse établi à 23 nœuds, proprement fabuleux. Même si Pajot, comme Tabarly en août dernier, a touché des brises, c'est-à-dire bénéficié de vents d'ouest favorables de force 5 à 6, qui lui ont assuré des conditions propices à une grande performance.
Puis surtout, ne manquez pas Antenne 2 midi demain, car Marc Pajot sera l'invité de Daniel Bilalian. Vous pourrez ainsi écouter en exclusivité ses explications et le récit de ce record historique. Le tiercé, eh bien, il se courait aujourd'hui dans le prix de la Chapelle à Saint-Cloud. Alors l'ordre d'arrivée, vous le voyez sur votre tableau, l'As, comme disent les turfistes, l'As, le 21 et le 19. Un tiercé qui dans l'ordre rapporte 23 432 francs 50 et dans un ordre différent, 4 686 francs 50. Tout cela pour 5 francs, bien sûr. Comme promis, donc, retour au 14 juillet. D'abord un rappel, à l'occasion de cette fête nationale, François Mitterrand a signé un décret de grâce collective. Des remises de peine sont accordées aux détenus. 3 mois pour les détenus condamnés à moins de 3 ans, 6 mois pour les détenus condamnés à plus de 10 ans. Avant de visiter l'envers du décor avec le reportage de Jean-Louis Saporito et Dominique Merlin, le déjeuner à l'hôtel de ville de Paris, là 950 soldats du contingent et élèves des grandes écoles militaires étaient les hôtes à déjeuner du maire de Paris, Jacques Chirac, qui à l'issue de ce déjeuner a donné son sentiment sur les cérémonies qui avaient marqué la journée. Nous allons écouter Jacques Chirac. Je voudrais simplement, au nom des Parisiennes et des Parisiens, vous remercier et vous accueillir. Vous remercier pour un défilé, nous en parlions à l'instant avec le général, qui a été super. Bien. Voilà, les cérémonies, vous les avez suivies sur Antenne 2 tout au long de la journée. On peut même dire que vous les avez suivies pas à pas. Jean-Louis Saporito et Dominique Merlin ont voulu vivre ce 14 juillet de l'intérieur. Alors ils se sont mis dans la peau d'un appelé de 2e classe et d'un ancien combattant. Minute par minute, ils ont suivi Christophe Depuisé, un commandant de char de 19 ans qui appartient à un régiment de Rambouillet. Ils ont suivi aussi le sergent-chef Guignard, un ancien des commandos, aujourd'hui retraité. Voici ce qu'ils ont vu. Le reportage Jean-Louis Saporito, Dominique Merlin. Réveil. Réveil. Eh bien, ceux-ci sont les... Alors, la médaille militaire, la croix de guerre 39-45, la croix de guerre TOD, la médaille de la résistance, la médaille d'honneur de service de santé, des médailles commémoratives d'Algérie, d'Indochine et ainsi de suite, et la commémorative d'Algérie. Repos. Bien, messieurs, ce matin, la dernière ligne droite. Je demande à tous, une fois encore, d'avoir présent à l'esprit le souci du détail.
Eh bien, j'ai passé le conseil de révision le jour de mes 20 ans, le 4 mars 1942. Et ensuite, naturellement, j'étais réfractaire du STO. Et de là, eh bien, on a gagné des maquis. Je suis donc rentré en service au mois d'avril et j'ai été faire un stage au mois de mai comme pilote de char. Et depuis, je suis pilote, mais dans le civil, je suis agriculteur. Ouais, ça change un peu, mais on se retrouve toujours sur du matériel assez important. Vous êtes de quelle région? Je suis du Poix, moi je suis de l'Eure-et-Loire à côté de Chartres. Le cérémonial militaire, vous aimez? Oh, c'est formidable, ça, c'est quelque chose qui nous reste, ça, les anciens, de retrouver les jeunes, toujours, tous les ans. Également le 8 mai, le 11 novembre. Ça vous fait quelque chose de défiler sur les Champs-Élysées? C'est impressionnant quand même de défiler devant tout ce monde avec un véhicule quand même assez important. Il faut pas faire de bêtises. Non, on voit rien du tout. Très peu, je dois dire. Je parle pas français. Moi, je ne vois rien là. Non, je vois rien. Vous venez tous les ans au défilé? En principe, oui. Et les autres années, vous voyez quelque chose? J'ai apporté un tabouret, cette année, j'ai rien apporté. Voilà, il nous reste à voir les prévisions de la météo, comme chaque jour, les prévisions pour demain, avec Alain Gillot-Pétré, bien sûr. Alain, vous m'avez dit que le temps allait s'améliorer, et je vous crois d'autant plus volontiers que hier, vous nous avez fait des prévisions tout à fait excellentes pour le défilé d'aujourd'hui. Ah bah merci. Merci pour les ingénieurs de la météo qui avaient fait ces prévisions. Eh bien, espérons que demain nous ne nous tromperons pas. En effet, des nuages le matin, mais retour des éclaircies l'après-midi. Pas la canicule avec beaucoup de ciel bleu, non, encore des passages nuageux, mais tout de même un mieux certain. Un mieux déjà perceptible aujourd'hui. Regardez les températures relevées à 14 h par la météo nationale. De 2 à 3 degrés au nord de la Loire, au-dessus d'hier. C'est tout de même acceptable. 27 degrés à Marseille, 26 à Perpignan, 25 à Ajaccio. Là, bien entendu, on était près de la Méditerranée. Alors la prévision pour demain sur une nouvelle carte, des nuages le matin et des brumes surtout en Aquitaine, et puis ces brumes vont se dissiper et ces nuages vont se disloquer, ils se frontolisent comme on dit en termes météorologiques, c'est-à-dire que l'air chaud est rejeté en altitude et que donc après il y a donc de belles éclaircies, les nuages se disloqueront sur la majeure partie de la France. La prévision de température, d'abord le nord et l'est du pays, Saint-Quentin, Le Havre, Paris, Brest, Langres et Besançon, des villes un peu inhabituelles, très doux le matin, chaud l'après-midi, peut-être plus chaud que ce qui est inscrit ici, 18, 19, 22, 18, 18, 22. Enfin, le centre et le sud du pays, Issoudun, Cognac, Clermont, Lyon, Toulouse, Nîmes et Bayonne, presque chaud le matin, puisqu'on ira jusqu'à 17 à Cognac et à Nîmes, et assez chaud même l'après-midi, 28 degrés à Nîmes notamment. Un mot sur le Tour de France à la voile. Demain, c'est l'étape Honfleur-Cherbourg. Le vent viendra d'ouest-nord-ouest, modéré à faible, à modéré après-demain pour l'arrivée à Cherbourg. Des conditions sympathiques de course. Enfin, notre agenda pour demain mercredi 15 juillet, le soleil se lèvera à Paris à 6 h 05. Il s'y couchera à 21 h 48. C'est la Saint-Donald, la fête des Donalds, et la fête aussi des Bonaventures. Je dis Bonaventure car c'est pour nos amis lyonnais. Bonaventure est le patron de la ville de Lyon.
Merci Alain. Il me reste maintenant à vous rappeler les rendez-vous que vous avez ce soir avec l'information. Le dernier journal, ce sera vers 23h30. Il sera présenté par Jean-Claude Alanic, aussitôt après les dossiers de l'écran. Et puis demain, antenne de midi, je vous rappelle, l'invité de Daniel Bilalian, ce sera Marc Pajot, qui, vous le savez, vient de battre ce record historique de la traversée de l'Atlantique à la voile. Passez d'ici là une excellente soirée. Bonsoir.